Je n'épouse pas tes dettes, Jacques. Rachel a dit ça 3 semaines avant notre mariage, assise en face de moi à la table de la salle à manger de son appartement, pendant que le dîner refroidissait entre nous. Elle n'avait pas l'air cruelle. Elle semblait pratique, presque soulagée, comme si elle avait enfin trouvé le bon moyen de se protéger de la vie qu'elle pensait que j'apportais dans notre mariage. J'avais 35 ans à l'époque, et je dirigeais une entreprise d'entreposage frigorifique depuis un entrepôt usé par le temps, dans l'ouest de Columbus. Le toit fuyait, tout comme la baie de déchargement, chaque fois que la pluie venait du nord. Un des camions de livraison avait plus de 200 000 miles au compteur. Mon bureau était une ancienne réserve transformée, avec un bureau en métal, 2 classeurs, et un radiateur d'appoint qui cliquetait toutes les 7 minutes. Rachel voyait tout cela et y voyait un risque. Moi, j'y voyais une fondation. Carter Cold Storage avait commencé avec une seule chambre froide, 6 comptes de restaurant, et un prêt que j'avais personnellement garanti. J'arrivais avant 5 heures chaque matin pour inspecter les températures, vérifier les registres de carburant, et aider à charger les camions quand quelqu'un se déclarait malade. Certains soirs, je restais jusqu'au retour du dernier chauffeur. Je ne parlais pas d'expansion, parce qu'il n'y avait rien d'impressionnant dans les premières étapes de la construction de quelque chose. Il n'y avait que des factures, des plannings de maintenance, et des décisions qui devaient être prises avant que les problèmes ne deviennent coûteux. Rachel était différente. Elle avait déjà commencé à se faire un nom en tant que décoratrice d'intérieur. Elle comprenait la présentation. Elle savait dans quel restaurant les gens voulaient être vus, et quels clients avaient besoin de se sentir importants avant de vous confier leur maison. Son studio était petit, mais impeccable. Murs blancs, luminaires en laiton, échantillons rangés par texture et par ton. Elle avait une ambition qui entrait dans une pièce avant elle. J'admirais cela chez elle. Je pensais qu'elle admirait la version plus discrète de la même chose en moi. C'est alors qu'elle a expliqué exactement ce qu'elle voulait dans le contrat de mariage. Elle a posé sa fourchette à côté de son assiette et a dit qu'elle voulait que tout soit réglé avant le mariage. Elle avait entendu des histoires sur des dettes commerciales qui détruisaient des mariages. Elle ne voulait pas qu'un créancier s'en prenne à ses revenus, ou à son futur studio, si mon entreprise échouait. J'ai écouté. Je lui ai demandé ce dont elle avait besoin pour se sentir en sécurité. Elle a répondu, une séparation complète. Son entreprise resterait la sienne. Mon entreprise resterait la mienne. Toute dette attachée à l'une ou l'autre resterait avec la personne qui l'avait créée. Je dois savoir que ton entreprise ne pourra jamais devenir mon problème, a-t-elle dit. Je me souviens de la condensation qui glissait sur mon verre d'eau. Je me souviens du réfrigérateur qui bourdonnait derrière elle. Je me souviens d'avoir attendu que la colère vienne, et de réaliser qu'elle n'était pas là. Elle demandait une protection. Je crois que les gens devraient comprendre ce qu'ils signent avant de construire une vie autour. D'accord, ai-je dit. Fais-le rédiger. Rachel a semblé surprise de la rapidité avec laquelle j'ai accepté. Puis elle a souri, et a tendu la main vers la mienne par-dessus la table. Son conseiller a préparé les documents. Mon avocat les a examinés, et a ajouté une annexe détaillée décrivant Carter Cold Storage, l'entrepôt, le terrain sur lequel il se trouvait, l'équipement, et toute propriété future achetée avec les revenus de l'entreprise. Il m'a expliqué chaque paragraphe. Il a souligné le langage couvrant la plus-value, les actifs de remplacement, et l'expansion de l'entreprise. J'ai posé des questions jusqu'à ce que je comprenne chaque réponse. Rachel n'a pas assisté à cette réunion. Elle finalisait un projet hôtelier et se préparait pour un essayage de robe de mariée. Son conseiller lui a envoyé le contrat 10 jours avant que nous le signions. Elle a laissé l'enveloppe non ouverte sur la console de son appartement pendant la majeure partie de cette semaine. Le jour de la signature, elle est arrivée avec 12 minutes de retard, tenant des échantillons de tissu dans une main et son téléphone dans l'autre. Elle a feuilleté les pages tout en parlant d'arrangements floraux. Son conseiller lui a demandé si elle voulait plus de temps. Rachel a secoué la tête. La seule chose qui m'importe, c'est de rester séparée des dettes commerciales de Jacques, a-t-elle dit. Puis elle a signé à tous les endroits marqués d'une languette jaune. Elle a paraphé l'annexe des actifs sans lire au-delà de la première ligne. Carter Cold Storage y était décrite comme une modeste entreprise locale, avec un entrepôt vieillissant et d'importantes obligations d'exploitation. C'était tout ce que Rachel avait besoin de voir dans son esprit. L'accord plaçait un mur entre son avenir et mon échec possible.
Elle m'a embrassé sur la joue devant le bureau et s'est dépêchée de se rendre à son rendez-vous pour sa robe. Je suis resté sur le trottoir, tenant ma copie du contrat, et j'ai regardé sa voiture disparaître dans la circulation. Je ne me sentais pas insulté. Je me sentais certain qu'elle avait protégé ce qu'elle construisait. J'avais protégé ce que je construisais. 11 ans plus tard, Rachel exigerait la moitié de tout ce que je possédais. Elle appellerait l'entreprise une réussite conjugale, les entrepôts des biens communs, et la croissance quelque chose qu'elle avait mérité en étant ma femme. Mais le jour où elle a signé cet accord, elle avait rendu une chose indubitablement claire. Elle ne voulait aucune part de Carter Cold Storage. Elle n'avait tout simplement jamais imaginé que l'entreprise deviendrait assez précieuse pour regretter cette décision. La première année de notre mariage ne ressemblait pas à un succès de l'extérieur. Elle ressemblait à des réveils matinaux, des factures impayées, et des dîners réchauffés bien après que Rachel soit allée se coucher. Je quittais notre maison de ville avant le lever du soleil et conduisais 12 miles vers l'ouest jusqu'à l'entrepôt, alors que les rues étaient encore vides. À 5 heures, je vérifiais les relevés des compresseurs, je parcourais le quai de chargement, et je passais en revue les itinéraires de livraison avec les chauffeurs. Carter Cold Storage avait 7 employés. À l'époque, chaque personne comptait. Si un chauffeur se déclarait malade, je conduisais. Si une unité de réfrigération tombait en panne, je restais jusqu'à ce qu'elle fonctionne à nouveau. Rachel ne s'est jamais plainte des heures au début. Elle construisait son propre studio, et nous comprenions tous les deux ce que signifiait commencer avec plus d'ambition que d'argent. Ses clients voulaient des cuisines modernes, des maisons restaurées, et des bureaux qui semblaient chers sans paraître froids. Je payais l'hypothèque, les charges, les courses, et l'assurance maladie pour qu'elle puisse réinvestir la plupart de ses revenus dans son entreprise. Je n'appelais pas cela un sacrifice. C'était simplement l'arrangement que nous avions conclu. Rachel s'occupait du design. Je m'occupais de la stabilité. Au cours des 3 années suivantes, l'entrepôt a cessé de fuir. J'ai remplacé le plus vieux camion, puis j'ai ajouté un deuxième véhicule frigorifique. Une chaîne d'épicerie régionale nous a donné un contrat d'essai après qu'un autre transporteur ait manqué 2 livraisons pendant une vague de chaleur estivale. Je leur ai promis des températures précises et des heures d'arrivée fiables. Puis j'ai construit un système qui tenait cette promesse. Le contrat n'était pas énorme, mais il nous a donné un levier. Les banques rappelaient mes appels. Les fournisseurs offraient de meilleures conditions. Les propriétaires de restaurants ont commencé à nous recommander les uns aux autres. J'ai acheté la bande de terrain étroite à côté de l'entrepôt en utilisant les bénéfices non distribués de l'entreprise. Rachel a à peine levé les yeux quand je lui ai dit. Elle examinait des échantillons de papier peint sur la table de la cuisine. « C'est bien », a-t-elle dit. « Est-ce que ça veut dire que tu peux enfin réparer le parking ?» J'ai ri parce qu'elle avait raison. Le parking avait besoin de travaux. 5 ans après le début de notre mariage, Carter Cold Storage comptait 24 employés et une demande suffisante pour justifier une deuxième installation. J'ai trouvé un ancien bâtiment de distribution près de l'Interstate 70 qui avait le bon accès de chargement, mais le mauvais système électrique. La plupart des gens y voyaient un problème de rénovation. J'y voyais de la capacité. Je l'ai acheté par l'intermédiaire de l'entreprise, en utilisant les bénéfices du premier entrepôt et un prêt commercial garanti par les actifs de l'entreprise. Pendant 18 mois, j'ai passé mes matinées à un endroit et mes après-midi à l'autre. Le studio de Rachel se développait aussi. Elle a embauché une assistante, a déménagé dans un bureau en centre-ville, et a commencé à travailler avec des clients plus aisés. J'étais fier d'elle. Quand elle a eu besoin d'argent pour une salle d'exposition, j'ai couvert nos dépenses ménagères et lui ai dit d'utiliser ses revenus pour le déménagement. Quand un client a retardé un paiement important, j'ai transféré suffisamment de mon compte personnel pour maintenir sa masse salariale à jour. Rachel m'a remercié, mais après un certain temps, le soutien est devenu une partie du décor. C'était comme l'électricité, utile, attendue, rarement remarquée, sauf en cas de panne. À notre 8e anniversaire, elle avait commencé à parler de Carter Cold Storage différemment. Au début, elle l'appelait « l'entrepôt de Jacques ». Puis c'est devenu « l'entreprise de Jacques ». Plus tard, lors de dîners avec des clients, elle l'appelait « notre entreprise de logistique ». Le changement était assez subtil pour que je ne le conteste pas. Le mariage transforme le langage en territoire partagé. Notre maison, nos projets, notre avenir.
Je supposais qu'elle parlait de la vie autour de l'entreprise, pas de l'entreprise elle-même. La troisième propriété est arrivée la 10e année. C'était une parcelle industrielle de 17 acres à l'extérieur de Columbus, avec un accès ferroviaire et suffisamment d'espace pour une installation moderne d'entreposage frigorifique. Je l'ai achetée après des mois de diligence raisonnable. Rachel l'a visitée une fois, portant des bottes à talons qui s'enfonçaient dans le sol meuble. Elle se tenait à côté de moi pendant que des wagons de marchandises se déplaçaient au loin et m'a demandé combien le terrain vaudrait après le développement. C'était la première question qu'elle a posée, pas combien de personnes nous pourrions embaucher, ni ce que la nouvelle installation ferait, juste la valeur. Je lui ai donné une estimation prudente. Elle a regardé les acres vides et a souri d'une manière que je n'ai pas comprise. Puis, 11 ans après avoir signé l'accord, Carter Cold Storage employait plus de 90 personnes et exploitait 3 installations dans le centre de l'Ohio. La plus grande opportunité est venue d'un distributeur alimentaire national cherchant un partenaire régional. Leur contrat doublerait presque notre volume annuel. J'ai passé 6 mois à préparer la proposition, à moderniser les systèmes de suivi, et à prouver que nous pouvions gérer la demande. Lorsque l'approbation finale est arrivée, j'ai imprimé l'email et l'ai placé dans le tiroir de mon bureau. Je prévoyais de le dire à Rachel pendant le dîner. Avant que je puisse le faire, je suis entré dans son bureau à domicile et j'ai trouvé un rapport d'évaluation dans le bac de l'imprimante. Carter Cold Storage, les 3 propriétés, la valeur projetée après le nouveau contrat. Chaque chiffre était surligné. En haut de la première page, Rachel avait écrit 2 mots à l'encre noire. Ma moitié. Les mots en haut de la page sont restés dans mon esprit plus longtemps que les chiffres en dessous. Ma moitié. Je me tenais à côté de l'imprimante avec le rapport d'évaluation à la main et j'écoutais le bourdonnement silencieux du bureau de Rachel. La lampe de son bureau était toujours allumée. Une tasse de thé reposait à côté du clavier, assez froide pour qu'un film mince se soit formé à la surface. Elle y avait travaillé récemment. J'ai retourné le rapport et j'ai regardé le pied de page. L'évaluation avait été préparée par un cabinet de conseil privé de Cincinnati. La date était 6 jours plus tôt. C'était avant que le distributeur ne m'ait donné son approbation finale. Rachel n'aurait pas dû savoir que le contrat était assez proche pour être inclus dans une évaluation projetée. Je ne l'ai pas confronté. J'ai remis les pages dans le bac de l'imprimante, exactement comme je les avais trouvées, et je suis descendu. Rachel était dans la cuisine, debout près de l'îlot, son téléphone dans une main et un verre d'eau dans l'autre. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé. « Longue journée » ai-je dit. Elle a hoché la tête et est retournée à son écran. Rien n'a changé sur son visage. C'est la première chose qui m'a convaincu que le rapport n'était pas un accident. La seconde est arrivée le lendemain matin. Je suis arrivé au bureau avant le lever du soleil et j'ai ouvert le journal d'accès de mon compte email professionnel. 3 mois plus tôt, alors que je voyageais pour une conférence sur la réfrigération à Chicago, j'avais donné à Rachel un accès complet temporaire à la boîte de réception pour qu'elle puisse récupérer des documents d'assurance et répondre en cas d'urgence affectant l'entreprise. J'avais oublié de supprimer cet accès à mon retour. Le journal montrait des connexions répétées depuis notre réseau domestique. Pas une, mais 17. Elle avait ouvert des messages du distributeur, téléchargé des résumés financiers, et transféré 2 pièces jointes à une adresse email privée que je ne reconnaissais pas. J'ai lu la liste 2 fois. Puis j'ai désactivé l'accès et j'ai appelé notre responsable informatique. Je lui ai dit que je vérifiais les autorisations de sécurité et j'ai demandé un enregistrement complet des fichiers ouverts depuis ce compte. J'ai gardé une voix égale. Il n'a pas posé de questions. À midi, il m'a envoyé un rapport. Rachel lisait la correspondance de l'entreprise depuis près de 5 mois. Elle était au courant du contrat potentiel avant la plupart de mes employés. Elle connaissait les revenus projetés, le plan de financement, et la valeur estimée de la 3e propriété après la construction. Elle ne m'avait rien demandé à ce sujet. Elle avait rassemblé les informations tranquillement et les avait envoyées ailleurs. Ce soir-là, j'ai attendu qu'elle parte pour un dîner avec un client avant de retourner dans son bureau. Je n'ai pas fouillé dans les tiroirs ni ouvert de messages personnels. Je n'en avais pas besoin. L'historique de l'imprimante montrait le chemin d'accès du rapport d'évaluation. Il provenait d'un dossier stocké sur l'ordinateur partagé de la maison. Rachel avait nommé le dossier « Impôt Studio ». À l'intérieur se trouvaient des factures, des propositions de design,
et une feuille de calcul créée 6 mois plus tôt. La feuille de calcul avait 12 onglets, maison, retraite, liquidité, véhicule, entreprise, propriété. Le dernier onglet était intitulé « Sortie ». Je l'ai ouvert. Chaque actif de notre vie avait une valeur assignée. La maison, mon compte de retraite, son studio, les 3 propriétés de Carter Cold Storage, la valeur estimée de l'entreprise avant et après le contrat du distributeur. À côté de chaque élément, Rachel avait entré un pourcentage qu'elle s'attendait à recevoir. L'entreprise était marquée à 50%. Les propriétés étaient marquées à 50%. La maison était marquée à 70% avec une note qui disait « Argumenter contribution et style de vie ». Il y avait aussi des paiements mensuels projetés, un budget pour un appartement de luxe en centre-ville, et l'adresse d'un condominium qu'elle avait visité près du Scioto Mile. Ce n'était pas une femme effrayée essayant de comprendre à quoi pourrait ressembler un divorce. C'était un plan. La feuille de calcul ne s'arrêtait pas aux actifs. Un autre onglet montrait des transferts de notre compte domestique vers le studio de Rachel. Les montants étaient assez faibles pour disparaître parmi les dépenses normales. $8 000, $12 000, 9 500 $. Chacun portait une description vague comme « à compte fournisseur »,« client »,« matériaux » ou « paie temporaire ». J'ai sorti les relevés des 18 derniers mois et j'ai fait correspondre les entrées. Les transferts totalisaient $286 000. Rachel m'avait dit que le studio était rentable. Elle m'avait montré des photos de projets terminés, célébré de nouveaux clients, et parlé d'embaucher un autre designer. Les chiffres racontaient une autre histoire. Le studio perdait de l'argent et elle avait utilisé notre compte domestique pour le maintenir à flot. Je suis resté assis dans le bureau sombre avec la feuille de calcul ouverte devant moi. L'horloge sur le mur a dépassé 10 heures. J'ai pensé à chaque fois qu'elle avait appelé Carter Cold Storage, notre entreprise, à chaque question qu'elle avait posée sur la valeur des terrains. Chaque soir, elle avait semblé distraite pendant que je parlais du contrat du distributeur. Elle n'avait pas partagé mon enthousiasme. Elle avait calculé sa sortie. J'ai copié les fichiers sur un lecteur crypté, j'ai noté les dates, et j'ai fermé chaque dossier. Avant d'éteindre l'ordinateur, j'ai remarqué une dernière entrée dans la feuille de calcul. C'était une date cible fixée à 3 jours après l'annonce publique du distributeur. Rachel avait choisi le moment où elle croyait que l'entreprise vaudrait le plus. Ensuite, elle prévoyait de déposer la demande. 3 jours après que le distributeur a annoncé le contrat, Rachel a demandé le divorce. Elle l'a fait un jeudi matin, alors que je me trouvais à l'intérieur de notre nouvelle installation, regardant une équipe installer des capteurs de température le long du mur nord. Mon téléphone a vibré 2 fois dans ma poche. Le premier message venait d'un numéro inconnu, me demandant si j'avais reçu des documents juridiques. Le second venait de Rachel. Nous devons gérer cela en adulte. J'ai lu la phrase une fois, puis j'ai verrouillé mon téléphone et j'ai terminé l'inspection. Au moment où je suis retourné à mon bureau, un coursier attendait dans le hall avec une enveloppe scellée. Les papiers étaient propres, organisés, et préparés bien avant ce matin-là. Rachel demandait un accès temporaire au dossier financier, une évaluation formelle de Carter Cold Storage, la moitié de l'entreprise, la moitié des 3 propriétés, et l'usage exclusif de la maison jusqu'à ce que le divorce soit résolu. Elle demandait également une pension alimentaire mensuelle basée sur le style de vie qu'elle disait que nous avions construit ensemble. Le langage était calme, les demandes ne l'étaient pas. Je me suis assis derrière mon bureau et j'ai comparé la date de la demande à la date cible de sa feuille de calcul. Elle correspondait exactement. Elle n'avait pas changé le plan d'un seul jour. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver la moitié du placard vide et plusieurs photographies encadrées manquantes dans le couloir. Rachel avait emménagé dans un appartement meublé en centre-ville. Elle a laissé une note sur le comptoir de la cuisine disant qu'elle avait besoin d'espace et s'attendait à ce que je coopère. Elle n'a pas mentionné les transferts d'argent. Elle n'a pas mentionné le rapport d'évaluation. Elle n'a pas mentionné les mois qu'elle avait passés à lire la correspondance de l'entreprise. 2 jours plus tard, nos amis communs ont commencé à appeler. Rachel avait déjà expliqué sa version. Elle leur a dit qu'elle avait passé 11 ans à m'aider à construire Carter Cold Storage tout en mettant ses propres ambitions au second plan. Elle a dit que j'avais contrôlé les finances et gardé son nom hors des documents importants. Elle a décrit le divorce comme une demande juste pour être reconnue. J'ai écouté sans me défendre.
Les gens changent rarement d'avis quand ils croient entendre la première version honnête d'une histoire. Je savais que les documents importeraient plus que les explications. La confiance publique de Rachel a rapidement grandi. Lors d'un événement de design la semaine suivante, elle s'est présentée à l'un de mes fournisseurs comme copropriétaire de Carter Cold Storage. Le fournisseur m'a appelé le lendemain matin parce qu'il était confus. Je lui ai dit que la propriété n'avait pas changé et je lui ai demandé de m'adresser toutes les questions commerciales. Je ne lui en ai pas dit plus. Puis Rachel est venue à l'entrepôt principal. C'était juste après 10 heures du matin. Elle est arrivée vêtue d'un manteau de couleur crème et portant un portefeuille en cuir. 2 employés à la réception l'ont reconnue et l'ont conduite dans le hall. Le temps que je descende, elle parlait à notre directeur des opérations à côté de la barrière de sécurité. Il y aura une certaine restructuration, disait-elle. Je veux que tout le monde comprenne que je protège l'entreprise. Le directeur des opérations m'a regardé. Rachel s'est tournée et a souri comme si nous avions planifié la réunion ensemble. Jacques, a-t-elle dit, bien. Nous devrions discuter de l'accès de transition. Il n'y a pas de transition, ai-je dit. Son sourire s'est crispé. L'entreprise fait partie du divorce. L'entreprise fonctionne normalement. Elle a ouvert le portefeuille et a sorti une copie de la demande. Tu ne peux pas m'exclure d'un actif que je possède en partie. Plusieurs employés avaient arrêté de travailler assez longtemps pour écouter. J'ai gardé une voix basse. Tu n'es pas autorisé à entrer dans la zone sécurisée. Rachel a jeté un coup d'œil vers la barrière, puis vers moi. Bientôt, ils travailleront tous pour nous deux. J'ai demandé à la sécurité de la raccompagner à l'entrée principale. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas touchée. Le superviseur de la sécurité s'est avancé et a expliqué que seul le personnel autorisé pouvait accéder à l'installation. Rachel a regardé autour du hall comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un me défie. Personne ne l'a fait. En sortant, elle a dit, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Les portes automatiques se sont fermées derrière elle. Je l'ai regardée traverser le parking sans se retourner. Vers cet après-midi-là, son avocat a envoyé une lettre exigeant que je gèle les décisions commerciales majeures jusqu'à ce que la propriété soit résolue. Le moment était délibéré. Le contrat du distributeur exigeait des achats d'équipements finaux dans les 30 jours. Un retard pourrait nous coûter l'accord. Rachel croyait que la pression me forcerait à régler avant que quiconque n'examine le contrat de mariage de près. Elle croyait que la croissance de l'entreprise avait rendu l'ancien contrat obsolète. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, je suis allé directement au bureau, et j'ai ouvert le coffre-fort ignifuge derrière le meuble bas. À l'intérieur se trouvait l'accord original, scellé pour un stockage d'archives après sa signature. Je l'ai placé sur le bureau à côté de la demande de divorce de Rachel. Pendant 11 ans, elle avait traité ce document comme une protection contre mon échec. Maintenant, elle était sur le point d'apprendre de quoi il la protégeait. J'ai ouvert soigneusement l'enveloppe d'archives et j'ai posé l'accord à côté de la demande de divorce de Rachel. Le papier avait légèrement jauni sur les bords, mais le langage était toujours précis. Mon avocat m'avait expliqué chaque section avant le mariage. Pourtant, le lire 11 ans plus tard semblait différent. À l'époque, le document concernait le risque. Maintenant, il concernait l'intention. Je me suis tourné vers l'annexe commerciale jointe vers la fin. Carter Cold Storage y était nommé, ainsi que l'entrepôt d'origine, le terrain sur lequel il se trouvait, l'équipement, les comptes, et toute propriété acquise grâce aux revenus de l'entreprise. Le paragraphe suivant couvrait la plus-value. Celui d'après couvrait les actifs de remplacement. Un autre couvrait l'expansion, le réinvestissement, et les biens achetés grâce aux produits liés à l'entreprise. Rachel avait paraphé chaque page. Sa signature apparaissait sous la reconnaissance finale, déclarant qu'elle avait reçu des conseils indépendants, eu assez de temps pour examiner l'accord, et signé volontairement. J'ai lu le texte 2 fois. Puis j'ai sorti les registres de propriété des 3 installations. Le deuxième bâtiment avait été acheté par l'intermédiaire de Carter Cold Storage. La 3e parcelle avait été acquise avec les bénéfices non distribués et un prêt commercial garanti par les actifs de l'entreprise. La source de chaque dollar était documentée. L'accord avait anticipé exactement ce que Rachel prétendait maintenant être devenu un bien matrimonial. L'entreprise avait grandi, mais la structure de propriété n'avait pas changé. J'ai appelé l'avocat qui avait examiné le contrat de mariage pour moi avant le mariage.
Il avait pris sa retraite de la pratique à plein temps, mais son ancien cabinet conservait toujours les dossiers. J'ai envoyé au cabinet des copies des demandes de Rachel et j'ai demandé une analyse complète. La réponse est arrivée l'après-midi suivant. La formulation était directe. L'entreprise restait séparée. La plus-value restait séparée. Les biens acquis grâce aux revenus de l'entreprise restaient séparés. La revendication de Rachel dépendait de sa capacité à convaincre quelqu'un que l'accord ne devrait pas être appliqué. Ce serait difficile, car elle l'avait demandé, choisi son propre conseiller, reçu les documents à l'avance, et signé chaque divulgation. Il y avait une autre section à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Les passifs séparés. Sur l'insistance de Rachel, toute dette contractée par un conjoint pour une entreprise détenue individuellement resterait la responsabilité de cette personne. Elle avait voulu la certitude que mes prêts d'entrepôt ne pourraient jamais la suivre. La disposition était large. Elle couvrait les lignes de crédit, les garanties personnelles, les soldes des fournisseurs, et les obligations liées aux entreprises détenues séparément. J'ai ouvert les dossiers financiers que j'avais copiés de l'ordinateur partagé et j'ai de nouveau regardé les comptes du studio. Rachel n'avait pas seulement transféré 286 000 $ de notre compte domestique, elle avait aussi contracté une ligne de crédit commercial de 900 000 $, puis signé une garantie personnelle sur un prêt d'équipement supplémentaire. Les frais de retard, les soldes de fournisseurs impayés, et les obligations de location poussaient l'exposition totale à près d'1 400 000 $. Aucune de ces dettes n'apparaissait dans le budget de style de vie qu'elle avait préparé. Elle avait listé le studio comme un actif. Elle avait laissé les passifs presque vides. Je me suis assis en arrière et j'ai écouté le système de chauffage déplacer l'air dans la maison silencieuse. Pendant des mois, Rachel avait traité le divorce comme une division des récompenses. La moitié de l'entreprise, la moitié des terrains, la majeure partie de la maison, des pensions alimentaires, une sortie propre vers un condominium en centre-ville. Elle n'avait jamais calculé ce que signifiait une séparation financière complète lorsque sa propre entreprise était celle en difficulté. C'est à ce moment que le conflit a changé pour moi. Jusque-là, j'avais cru que Rachel essayait de prendre plus qu'elle ne méritait. Les documents montraient quelque chose de plus précis. Elle essayait de me transférer les conséquences de ses décisions tout en réclamant les résultats des miennes pour elle-même. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Pas encore. J'ai ressenti de la clarté. Le contrat de mariage n'était pas un piège que je lui avais caché. C'était le mur qu'elle avait demandé de construire. Elle avait choisi le langage. Elle avait insisté pour que le succès et l'échec restent séparés. Elle avait simplement supposé que seul mon échec importerait un jour. J'ai passé le reste de la soirée à organiser les preuves en 4 dossiers. Le premier contenait l'accord signé et les reconnaissances. Le second traçait la propriété et le financement de chaque bien. Le troisième documentait les transferts de notre compte domestique. Le quatrième contenait les dettes du studio de Rachel, y compris les garanties personnelles qu'elle avait signées sans me le dire. Juste avant minuit, j'ai reçu un email de son avocat proposant une conférence de règlement d'urgence. Rachel exigeait toujours la moitié de Carter Cold Storage. Elle me demandait aussi d'assumer une partie de la dette du studio comme condition pour résoudre rapidement l'affaire. J'ai lu la demande une fois, puis je l'ai placée à côté de l'accord. Elle croyait toujours que la pression me ferait ignorer le document qu'elle avait signé. Elle ne l'avait pas lu à l'époque. Elle ne l'avait pas lu maintenant, et elle n'avait aucune idée que la clause qu'elle avait autrefois appelée sa protection était sur le point de définir tout ce qu'elle pouvait perdre. La réponse de Rachel est venue 2 jours plus tard, non pas par la conférence de règlement, mais par les personnes qui dépendaient de la stabilité de mon entreprise. À 7h15 le lundi matin, notre plus grand distributeur a appelé et a demandé si Carter Cold Storage était impliqué dans un litige de propriété. Son ton était prudent, professionnel, le genre de voix que les gens utilisent lorsqu'ils envisagent déjà des alternatives. Je lui ai dit que l'entreprise restait sous la même propriété et la même direction qu'elle avait toujours eue. Il a dit que quelqu'un avait contacté son service juridique, affirmant que des actifs majeurs faisaient partie d'un divorce contesté et que tout accord à long terme pourrait devenir compliqué. Il ne m'a pas dit qui avait passé l'appel. Il n'en avait pas besoin. Rachel était passée de la demande de la moitié de l'entreprise à la mise sous pression de ce qui la rendait précieuse. À midi, le distributeur a suspendu l'approbation finale du calendrier des équipements. Le message était poli. Ils avaient besoin de clarté avant de s'engager sur un volume plus important.
clarté était un mot raisonnable pour la peur. Le contrat était toujours en vie, mais le délai de 30 jours avait cessé de jouer en notre faveur. J'ai traversé l'entrepôt principal cet après-midi-là et j'ai regardé mes employés travailler sous les lumières blanches du plafond. Des palettes se déplaçaient, des unités de réfrigération bourdonnaient, des chauffeurs vérifiaient des manifestes à côté des portes de chargement. 90 personnes avaient construit leur routine autour de la stabilité de cet endroit. Rachel voyait un chiffre sur un rapport d'évaluation. Je voyais des assurances maladie, des paiements d'hypothèque, des frais de scolarité universitaire, et des familles planifiant leur vie autour des chèques de paie du vendredi. C'est pourquoi je ne l'ai pas appelé en colère. La colère lui aurait donné une nouvelle histoire à raconter. J'ai appelé mon avocat à la place. Il a demandé une confirmation écrite du distributeur et a envoyé à l'équipe juridique de Rachel un avis lui ordonnant de cesser de contacter les clients, les fournisseurs, et les employés de l'entreprise. La réponse est arrivée en quelques heures. Rachel a nié toute ingérence dans les opérations. Elle a affirmé qu'elle avait seulement informé les parties intéressées que la propriété était en cours d'examen. La distinction était mince mais délibérée. Elle voulait l'incertitude sans la responsabilité de l'avoir créée. Ce soir-là, un de nos clients d'épicerie régionaux a reporté une réunion de renouvellement. Le lendemain matin, un fournisseur a raccourci nos délais de paiement de 45 à 15 jours. Rien ne s'était effondré, mais chaque petit changement ajoutait de la pression. Rachel comprenait cela. Elle avait étudié l'entreprise assez longtemps pour savoir où l'hésitation causait des dommages. Puis les accusations publiques ont commencé. Elle a dit à 2 amis communs que j'avais caché de l'argent à l'intérieur de Carter Cold Storage pendant des années. Elle a dit que j'avais utilisé les comptes de l'entreprise pour éviter de partager les revenus avec elle. Un journaliste économique local m'a envoyé un email pour me demander un commentaire sur un divorce impliquant des biens commerciaux contestés. J'ai fait une seule déclaration. Carter Cold Storage fonctionnait normalement. Tous les registres de propriété étaient documentés et les affaires personnelles seraient traitées en privé. Je n'ai rien dit sur la dette du studio de Rachel. Je n'ai rien dit sur les transferts. J'ai gardé les preuves là où elles devaient être. Dans le dossier de l'affaire. Rachel a interprété mon silence comme une faiblesse. Lors de la conférence d'urgence, elle est arrivée avec 3 classeurs et une expression préparée de déception. Elle a dit qu'elle voulait les quitter. Elle a dit qu'elle m'avait soutenu émotionnellement pendant que je construisais l'entreprise. Elle a dit que la croissance s'était produite pendant le mariage et appartenait donc à nous deux. Son avocat a répété la demande de la moitié de Carter Cold Storage et a ajouté une requête pour que je couvre une partie des obligations de son studio jusqu'à ce que le divorce soit résolu. J'ai posé une question. Divulguez-vous toutes les dettes du studio? Rachel a regardé son avocat avant de répondre. Tout ce qui est pertinent a été fourni. Ce n'était pas un démenti. Mon avocat a placé un résumé des obligations connues sur la table. La ligne de crédit, le prêt d'équipement, les soldes des fournisseurs, l'exposition locative. Le visage de Rachel a changé, mais seulement pour une seconde. Elle s'est reprise et a dit que ses dettes avaient soutenu une entreprise qui profitait à notre ménage. Puis elle m'a accusé d'essayer de la punir pour être partie. Je n'ai pas répondu. Plus elle parlait, plus le schéma devenait clair. Le succès de mon entreprise était partagé. L'échec de son entreprise était partagé. Mes actifs étaient matrimoniaux. Ses décisions étaient privées. Elle voulait que chaque règle change en fonction du côté du bilan où elle se trouvait. La conférence s'est terminée sans accord. À l'extérieur du bâtiment, Rachel m'a rattrapé près des ascenseurs. « Tu vas perdre le contrat si tu continues à faire traîner les choses », a-t-elle dit. « Alors il y en aura moins pour nous deux. » Je l'ai regardée et j'ai compris qu'elle ne me prévenait pas. Elle décrivait la pression qu'elle avait créée. « Il n'y a jamais eu de nous deux dans ton plan », ai-je dit. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré et je l'ai laissé debout dans le couloir. Cette nuit-là, le distributeur a envoyé un avis formel indiquant que le contrat serait annulé à moins que la question de la propriété ne soit résolue dans les 14 jours. Pour la première fois depuis le début du divorce, le contrat de mariage n'était pas suffisant à lui seul. J'avais la revendication la plus forte, mais Rachel avait trouvé un moyen de faire jouer le temps contre moi. Je pouvais gagner l'entreprise et perdre quand même l'opportunité qui assurerait son avenir. Je me suis assis à mon bureau avec l'avis d'annulation dans une main et l'accord signé dans l'autre. Puis mon avocat a appelé.
L'ancien cabinet d'avocats avait trouvé un email de Rachel, écrit avant le mariage, expliquant exactement pourquoi elle voulait que les entreprises et les dettes restent séparées. Il m'a lu la première phrase au téléphone. Je lui ai demandé d'arrêter. Envoie-moi l'original, ai-je dit, parce que pour la première fois, j'avais plus que le contrat. J'avais ses propres mots. L'email est arrivé 20 minutes plus tard, sous forme de copie numérisée de l'ancien cabinet d'avocats. Il était daté de 9 jours avant notre mariage et envoyé depuis le compte personnel de Rachel au conseiller qui avait préparé l'accord. L'objet était « Instruction finale pour le contrat de mariage ». Je l'ai ouvert à mon bureau pendant que l'avis d'annulation du distributeur se trouvait à côté de mon clavier. La première phrase de Rachel était directe. Peu m'importe ce que le document dit sur l'entreprise de Jacques, tant que son entreprise et toutes les dettes qui y sont liées restent son problème. Le reste était encore plus clair. Elle voulait une séparation complète. Elle ne voulait pas que mes créanciers s'en prennent à son studio. Elle ne voulait pas que les bénéfices futurs soient utilisés pour couvrir mes pertes. Vers le bas, elle a écrit qu'elle comprenait que son studio resterait également séparé, et qu'elle était à l'aise avec cela parce qu'elle s'attendait à ce que son entreprise devienne plus prospère que la mienne. J'ai lu l'email 2 fois. Puis je l'ai imprimé et je l'ai placé dans le premier dossier de preuve. L'accord montrait ce que Rachel avait signé. L'email montrait ce qu'elle avait eu l'intention de faire. Ensemble, ils affaiblissaient gravement l'argument qu'elle avait construit. Elle pouvait prétendre qu'elle n'avait pas étudié chaque paragraphe, mais elle ne pouvait pas prétendre qu'elle avait mal compris le but. Elle l'avait défini elle-même. Mon avocat a demandé des copies certifiées de l'email, les registres de livraison montrant que Rachel avait reçu l'accord à l'avance, et la reconnaissance confirmant qu'elle avait eu des conseils indépendants. Pendant que son bureau s'occupait de ces registres, je me suis concentré sur la date limite du distributeur. Ils n'avaient pas besoin que le divorce soit résolu. Ils avaient besoin de la preuve que personne ne pouvait interférer avec les opérations de l'entreprise. Nous avons préparé un dossier de propriété contenant les registres de formation de l'entreprise, les titres de propriété, les documents de financement, l'accord signé, et un avis juridique confirmant que je restais le seul gestionnaire de Carter Cold Storage, à moins qu'un tribunal n'en ordonne autrement. Nous avons également proposé un accord temporaire empêchant Rachel de contacter les clients, les fournisseurs, ou les employés pendant que sa revendication de propriété était examinée. Elle a refusé. Son avocat a dit qu'elle avait le droit de protéger ce qu'elle croyait être son intérêt. Son refus est devenu un autre fait que nous avons documenté. J'ai passé les 2 jours suivants à retracer chaque actif de l'entreprise jusqu'à sa source. Le titre de propriété original de l'entrepôt, les bénéfices non distribués utilisés pour acheter la 2e propriété, les documents de prêt pour la 3e parcelle, les résolutions de l'entreprise, les dossiers fiscaux, et les polices d'assurance. Rien ne dépendait de la mémoire. Chaque étape avait une date, une signature, et une trace écrite. J'ai également enregistré les dommages causés par les contacts de Rachel, le renouvellement reporté, les conditions de paiement des fournisseurs raccourcis, l'avertissement du distributeur. Je n'ai rien exagéré. J'ai documenté exactement ce qui s'était passé et quand. Le 4e jour, mon avocat a trouvé un autre message que Rachel avait envoyé après avoir signé l'accord. Maintenant, je n'aurai jamais à m'inquiéter que cet entrepôt me tire vers le bas, avait-elle écrit. La phrase était presque désinvolte. 11 ans plus tôt, elle avait vu Carter Cold Storage comme quelque chose en dessous d'elle. Maintenant, elle en voulait 40% et s'attendait à ce que je prenne en charge une partie de la dette de son studio. J'ai ajouté le message au dossier. À la fin de la semaine, les preuves n'étaient plus une collection de faits séparés. C'était un schéma. Rachel avait exigé la séparation quand elle croyait que la séparation la protégeait. Elle avait accepté mon soutien financier tout en construisant son studio. Elle avait caché le déclin du studio, déplacé de l'argent du ménage sans me le dire, accédé aux informations de l'entreprise, programmé le divorce autour de l'annonce du distributeur, et contacté des partenaires commerciaux lorsque j'ai refusé de céder la propriété. Chaque action donnait un sens à la suivante. Le lundi matin, nous avons envoyé le dossier complet à l'équipe juridique du distributeur. Nous ne leur avons pas demandé de croire ma version. Nous leur avons donné des registres qu'ils pouvaient vérifier. Cet après-midi-là, ils ont accepté de maintenir le contrat ouvert pendant 7 jours supplémentaires pendant qu'ils examinaient les documents. Ce n'était pas une victoire, mais le temps ne jouait plus entièrement contre moi. Rachel ne le savait pas.
Elle croyait toujours que le retard me forçait à un règlement. Son avocat a envoyé une autre proposition, offrant de réduire sa demande de la moitié de l'entreprise à 40% si j'assumais $600 000 de la dette du studio. J'ai placé la proposition à côté de son vieil email. Avant le mariage, son entreprise était la sienne et la mienne était la mienne. Pendant le divorce, mon succès était devenu le nôtre tandis que sa dette était devenue, d'une manière ou d'une autre, négociable. J'ai dit à mon avocat que je la rencontrerais une dernière fois. Nous avons programmé la conférence pour le jeudi matin. Je n'ai pas parlé à Rachel du deuxième email. Je ne lui ai pas dit que le distributeur avait prolongé le délai. Je ne lui ai pas dit que nous avions retracé chaque dollar des propriétés ni documenté chaque contact qui avait perturbé les opérations de l'entreprise. Elle est arrivée en s'attendant à un compromis. Je suis arrivé avec 4 dossiers, 2 emails certifiés, et l'accord qu'elle avait signé. Pour la première fois depuis le début du divorce, je ne me préparais pas à défendre ce que je possédais. Je me préparais à montrer à Rachel, avec ses propres mots, pourquoi elle ne l'avait jamais possédé. Rachel est arrivée avec 10 minutes d'avance et a placé son portefeuille en cuir sur la table de conférence, comme si elle se préparait à approuver un accord. Elle portait un tailleur bleu marine, des boucles d'oreilles en perles, et la même expression contrôlée qu'elle utilisait lorsqu'un client remettait en question l'un de ses choix de design. Son avocat était assis à côté d'elle. Le mien était assis en face d'eux, avec les 4 dossiers disposés en ligne droite. J'ai pris la chaise au bout de la table et j'ai attendu. Rachel a parlé la première. « Je suis prête à être raisonnable », a-t-elle dit. 40% de l'entreprise, la moitié de l'immobilier, et $600 000 pour la dette du studio. Nous pouvons régler ça aujourd'hui. Elle parlait comme si elle m'offrait un soulagement. Son avocat a fait glisser une proposition d'accord sur la table. Je n'y ai pas touché. Tu crois toujours que tu possèdes une partie de Carter Cold Storage, ai-je dit. Rachel s'est penchée en arrière. Elle a grandi pendant notre mariage. Je t'ai soutenu pendant que tu la construisais. Ça compte. C'est vrai, ai-je dit. Mais ça ne crée pas de propriété. Son expression s'est durcie. Ce n'est pas comme ça que le mariage fonctionne. Mon avocat a ouvert le premier dossier et a placé le contrat de mariage devant elle. Rachel a jeté un coup d'œil à la page de couverture et a détourné le regard. Nous avons déjà discuté de ce document. Non, ai-je dit, vous avez discuté de ce que vous espériez qu'il signifiait. Mon avocat s'est tourné vers l'annexe commerciale et a pointé les initiales de Rachel à côté du paragraphe identifiant Carter Cold Storage, l'entrepôt d'origine, le terrain, l'équipement, la plus-value future, les actifs de remplacement, et les biens acquis grâce aux revenus de l'entreprise. Il a expliqué que chacune des 3 installations pouvait être directement retracée au fonds de l'entreprise, aux bénéfices non distribués, ou aux prêts garantis par les actifs de l'entreprise. Rachel a interrompu. Je ne comprenais pas ce langage. Mon avocat est passé à la page de reconnaissance. Sa signature confirmait qu'elle avait reçu des conseils indépendants, eu le temps d'examiner l'accord, et signé volontairement. Rachel a regardé son propre avocat. Je préparais un mariage. J'ai fait confiance aux gens autour de moi. Votre conseiller vous a demandé si vous vouliez plus de temps, ai-je dit. Vous avez refusé. Elle s'est tournée vers moi. Parce que l'accord était censé me protéger de tes dettes. C'est ce qu'il a fait. J'ai ouvert le deuxième dossier et j'ai placé l'email certifié à côté du contrat. Rachel l'a reconnu avant d'avoir fini de lire la première ligne. La couleur de son visage a légèrement changé. Son avocat a pris la page et a lu en silence. La pièce est devenue très calme. Rachel avait écrit qu'elle se fichait de ce que l'accord disait sur mon entreprise, tant que l'entreprise et toutes les dettes qui y étaient liées restaient mon problème. Elle avait aussi écrit qu'elle s'attendait à ce que son studio devienne plus prospère que le mien. C'était il y a 11 ans, a-t-elle dit. Les circonstances ont changé. Les circonstances ont changé, ai-je dit. L'accord, non. Mon avocat a placé le deuxième email sur la table. Maintenant, je n'aurai jamais à m'inquiéter que cet entrepôt me tire vers le bas. Rachel a fixé la phrase pendant plusieurs secondes. Elle n'a pas nié l'avoir écrite. Elle a pris le contrat de mariage et a commencé à lire la section qu'elle avait ignorée avant notre mariage. Ses yeux se sont déplacés plus lentement lorsqu'elle a atteint la clause sur les passifs séparés. C'est à ce moment-là qu'elle a finalement compris l'autre moitié du problème.
Mon avocat a ouvert le troisième dossier et a résumé les obligations du studio. La ligne de crédit commercial, le prêt d'équipement, la garantie personnelle, les soldes des fournisseurs, les engagements de location. Près d'1,4 million d'exposition. L'avocat de Rachel a cessé de prendre des notes. Ces dettes soutenaient le ménage, a dit Rachel. Le studio faisait partie de notre vie. L'accord traite les obligations des entreprises détenues séparément comme étant séparées, a répondu mon avocat. Ce langage a été inclus à votre demande. Rachel m'a regardé comme si j'avais créé la clause après le début du divorce. Tu savais que le studio avait des difficultés. Je savais que tu y avais transféré de l'argent du ménage, ai-je dit. Je n'étais pas au courant des garanties parce que tu ne les as pas divulguées. Le quatrième dossier contenait les relevés bancaires, les journaux d'accès de l'entreprise, la feuille de calcul d'évaluation, et les contacts qui avaient perturbé Carter Cold Storage. Mon avocat a expliqué que les $286 000 prélevés sur le compte du ménage devraient être pris en compte lors de la division des biens matrimoniaux restants. Il a également expliqué que le distributeur avait reçu des registres de propriété vérifiés et avait prolongé sa période d'examen. Le levier de Rachel a disparu dans l'espace entre ces deux phrases. Elle avait cru que la date limite du contrat me forcerait à un règlement. Ce n'était pas le cas. Elle avait cru que le fait d'appeler les clients rendrait l'entreprise instable. Au lieu de cela, ses contacts avaient créé un schéma documenté d'interférence. Rachel a fermé le contrat de mariage et l'a repoussé. Donc, tu obtiens tout, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Je garde ce que l'accord identifie comme étant à moi. Tu gardes ce qu'il identifie comme étant à toi. La maison et les biens matrimoniaux restants peuvent être divisés équitablement. Équitablement, a-t-elle répété. Mais le mot avait perdu sa confiance. Mon avocat a rendu sa proposition de règlement sans signature. Rachel n'a pas répété sa demande de 40% de Carter Cold Storage. Elle n'a pas répété sa demande de la moitié des 3 propriétés commerciales. Elle n'a pas demandé à nouveau que j'absorbe $600 000 de la dette du studio. Pendant 11 ans, elle avait traité le contrat de mariage comme un bouclier contre le risque qu'elle voyait en moi. Maintenant, assise sous les lumières de la salle de conférence, elle a finalement lu ce qu'elle avait signé. Le même mur qu'elle avait construit pour éloigner mon échec d'elle se dressait maintenant entre elle et mon succès. Le règlement n'est pas devenu définitif ce matin-là. L'avocat de Rachel a demandé du temps pour examiner les documents, et le mien a accepté 48 heures. Le vendredi après-midi, la nouvelle proposition est arrivée. Rachel a retiré toute réclamation sur Carter Cold Storage et les 3 propriétés commerciales. Elle a accepté la responsabilité des obligations du studio liées à ses garanties personnelles. Les $286 000 transférés de notre compte domestique seraient crédités sur sa part des biens matrimoniaux restants. La maison serait vendue, l'hypothèque payée, et le capital restant serait divisé selon l'accord. Il n'y aurait pas de pension alimentaire à long terme. J'ai lu la proposition lentement, non pas parce que les termes me surprenaient, mais parce que 11 ans de mariage avaient été réduits à des chiffres, des signatures, et des dates. Rachel avait autrefois cru que le contrat de mariage la protégerait de la plus petite version de mon avenir. Maintenant, il définissait les limites de ce qu'elle pouvait prendre de la plus grande version de celui-ci. Je n'ai pas célébré. J'ai signé après que mon avocat a confirmé chaque terme. Rachel a signé le lendemain matin. Le tribunal a approuvé le règlement final plusieurs semaines plus tard. À ce moment-là, l'histoire qu'elle avait racontée à nos amis avait changé. Elle ne disait plus qu'elle avait aidé à construire Carter Cold Storage. Elle disait que le processus juridique avait été injuste. Elle disait que l'accord avait été trop compliqué. Je ne l'ai pas corrigé. La vérité avait déjà été établie dans les dossiers examinés par les 2 parties. J'avais passé assez de temps à défendre ma vie auprès de gens qui n'avaient jamais demandé comment elle avait été construite. Le distributeur a terminé son examen 3 jours avant la date limite prolongée. Leur service juridique a confirmé que la propriété et la gestion de l'entreprise étaient stables. Le calendrier des équipements a repris. Le contrat a avancé. Lorsque l'autorisation finale est arrivée, je me trouvais dans le même bureau où j'avais lu pour la première fois la demande de Rachel pour la moitié. L'email était court. Approuvé, effet immédiat. Je l'ai imprimé et je l'ai apporté sur le plancher des opérations. Il n'y a pas eu de discours. J'ai dit au directeur que l'expansion allait de l'avant et je leur ai demandé de commencer le calendrier d'embauche.
La nouvelle s'est répandue dans l'entrepôt plus vite que n'importe quelle annonce que j'aurais pu faire. À l'heure du déjeuner, les chauffeurs me serraient la main. Les superviseurs discutaient des quarts de travail. L'équipe de maintenance avait déjà commencé à vérifier les nouveaux plans de réfrigération. 90 personnes avaient passé des semaines à se demander si le divorce de quelqu'un d'autre allait changer leur avenir. Maintenant, ils avaient une réponse. Carter Cold Storage resterait exactement ce qu'elle avait toujours été, indépendante, documentée, à moi de la protéger, et à eux d'aider à la construire. Rachel a gardé son studio, ainsi que la dette qui y était attachée. Elle a vendu le bureau du centre-ville, a réduit son personnel, et a déménagé dans un espace commercial plus petit. J'ai appris par un ami commun qu'elle était en train de reconstruire. J'espérais qu'elle le ferait. Perdre sa réclamation sur mon entreprise n'effaçait pas le travail qu'elle avait accompli dans sa propre vie. Cela la forçait seulement à vivre dans les limites qu'elle avait autrefois insisté pour créer. La maison s'est vendue au début du printemps. Je l'ai parcourue une dernière fois après le départ des déménageurs. Les pièces sonnaient différemment sans meubles. Chaque pas portait plus loin. Dans la cuisine, je me suis arrêté près de l'îlot où Rachel avait autrefois examiné des échantillons pendant que je lui parlais de l'achat de la deuxième propriété. À l'époque, elle avait à peine levé les yeux. Des années plus tard, elle avait voulu la moitié de ce que cette décision était devenue. J'ai laissé les clés sur le comptoir et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai acheté une maison plus petite en dehors de la ville, assez proche des entrepôts pour que le trajet du matin prenne moins de 20 minutes. Je n'avais pas besoin de l'espace que Rachel et moi avions autrefois rempli de choses choisies pour impressionner les invités. J'avais besoin de calme, d'une table de cuisine, d'un endroit pour les dossiers de l'entreprise, d'un porche arrière orienté à l'est. Le premier lundi après la finalisation du divorce, je me suis rendu à l'entrepôt d'origine avant le lever du soleil. Le bâtiment n'avait plus l'air comme lorsque Rachel l'avait vu pour la première fois. Le toit qui fuyait avait été remplacé des années auparavant. La baie de chargement 2 avait de nouvelles portes. Le parking en gravier était pavé, et une ligne de camions frigorifiques attendait sous les lumières de sécurité. Dans mon bureau, le bureau en métal d'origine se trouvait toujours contre le mur. Je l'avais gardé à travers toutes les rénovations. Au-dessus, sur le mur, était accroché l'accord du distributeur, encadré à côté d'une photographie des 6 premiers employés. Je suis resté là jusqu'à ce que la cour commence à s'éclaircir. Un par un, les moteurs ont démarré, les portes se sont fermées. Les camions se sont dirigés vers l'autoroute, transportant de la nourriture vers les magasins, les écoles, et les hôpitaux de tout l'Ohio. Rachel avait dit un jour qu'elle ne voulait jamais que mon entreprise devienne son problème. En fin de compte, l'accord a honoré sa demande complètement. Elle n'a pas hérité de mon risque. Elle n'a pas hérité de mes dettes. Et lorsque le travail est devenu précieux, elle n'a pas hérité de mon succès. Le dernier camion a franchi la grille alors que le soleil se levait sur le toit de l'entrepôt. Je l'ai regardé tourner vers l'Interstate 70, puis j'ai fermé la porte du bureau et je suis retourné au travail.